Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravi d'être ici devant vous pour faire un peu de nostalgie, parce que ça fait du bien. On va essayer de se rappeler un peu ce bel été qu'on a vécu ensemble. Et je remercie le Hub Institute pour son invitation. J'avais déjà eu l'honneur de venir en 2021 pour raconter comment on avait récupéré les drapeaux olympiques et paralympiques à Tokyo. Et là, aujourd'hui, c'est un peu le second épisode. On va vous raconter comment on a vécu ces Jeux. Alors, 5 ans de préparation pour un mois de compétition. Comment on couvre sur les réseaux sociaux le plus grand événement sportif jamais organisé en France. On avait 5 ans pour transformer une promesse en réalité. Et je pense qu'on l'a quand même réussi, parce que là, vous voyez, c'était Versailles, au début, des photos de synthèse, et à droite, vous voyez la réalité. 5 ans pour essayer d'embarquer les Français, créer une communauté qui n'existait pas, puisqu'il n'y avait aucun tweetos qui avait connu les Jeux Olympiques en France, puisque la dernière fois qu'on les avait organisés, c'était en 1924. Donc, créer une communauté, l'embarquer, l'amener avec nous, et lui faire comprendre, faites-nous confiance, vous allez vivre un moment extraordinaire, vous allez vivre une fête, la fête du sport. Donc nous, il a fallu nous préparer parce qu'on partait d'une feuille blanche. Il a fallu vous préparer, mais aussi se préparer. Un peu comme des athlètes. On s'est entraîné, on a travaillé nos gestes, on a eu des répétitions, on a fait beaucoup d'exercices, on a eu beaucoup de plans de contingence, comment on réagit par rapport à tel sujet. Bref, on a appris à s'adapter. Pour ceux qui ont vu le sens de la fête, Jean-Pierre Bacry le dit souvent, on s'adapte. Et en événementiel, on passe son temps à s'adapter. Et pour s'adapter, il faut anticiper. Anticiper, ça vous permet de mettre votre émotionnel de côté quand vous êtes face à une situation, et ça vous permet de prendre la bonne décision. Donc pendant 5 ans, on a passé beaucoup de temps à essayer de se préparer à ce moment qui, on le savait, allait être émotionnellement très fort, allait être physiquement aussi très intense. Et si on n'avait pas, un peu comme des athlètes, préparé ce moment, on aurait pu, entre guillemets, passer à côté. Alors nous, au comité, on disait on livre les jeux. C'est le terme, livrer les jeux. C'est un peu comme un livreur. Il faut être en temps et en heure, il faut avoir une bonne logistique, il faut savoir où on va, il faut avoir des bons process pour pouvoir derrière que ces images-là, qui sont des images magnifiques et qui sont encore capables de nous donner des frissons plusieurs mois, voire plusieurs années après, qu'on voit pas que derrière, il y a tout un travail assez conséquent. Alors, nous, sur les réseaux sociaux, et c'est un peu comme tout, quand on fait une stratégie, on pose une équation. Et poser l'équation, c'est d'abord bien poser ses inconnus, essayer de savoir qu'est-ce qu'on veut faire et où est-ce qu'on veut aller. Et donc, on a d'abord posé une vision, une conviction, et on avait 2 convictions. La première conviction, c'était de dire qui va raconter les Jeux de Paris 2024 si c'est pas nous. On l'a vu à Tokyo, pendant les Jeux, beaucoup de gens parlent. Il y a énormément de locuteurs, et beaucoup de gens parlent de sport. Vous avez les athlètes, vous avez les comités nationaux et internationaux olympiques, vous avez les médias, vous avez les partenaires, et au final, cette conversation, elle est multiple, avec beaucoup de locuteurs. Et nous, on s'est dit, mais nous, on va être quoi dedans ? Nous, on va raconter Paris 2024. On va raconter notre édition là où les gens racontent les Jeux. Ensuite, une deuxième conviction forte, c'est seules les images marquent leur temps. Si je vous mets au défi de me raconter un post des réseaux sociaux lors d'un dernier événement sportif international, vous n'allez pas me dire « Ah, je me souviens de ce tweet, emoji bras fort, Mbappé a égalisé, 3-3, c'est la finale, et hashtag World Cup 2022 ». Non, parce qu'au final, on ne se souvient pas, la seule chose qui reste, ce sont les images. Pourquoi les images restent ? Parce que les images sont un vecteur d'émotion, de postérité et de narration. Et ça, pourquoi ? Parce que petit, quand on vous raconte des histoires, vous n'en retenez que les images. Et c'est ce qui structure tout. Et donc, au final, on s'est dit, mais nous, sur les réseaux sociaux, on fait quoi ? On colle des images à longueur de journée. Qu'elles soient animées ou statiques, on met des images. Et donc, ces images, il faut les faire parler. Ensuite, comme je vous disais, on s'est dit on doit parler de Paris 2024 parce que les réseaux sociaux ne sont pas une finalité. On avait fait un séminaire dans l'équipe et il a fallu remettre un peu l'ambition à côté en se disant personne va intellectualiser ce qu'on fait, personne se roulera par terre en disant les tweets de Paris 2024 sont exceptionnels. On est un outil au service du projet, on est un outil de communication pour porter au monde ce que sont nos jeux. Et donc on s'est posé, en bon communicant, c'est quoi les Jeux de Paris 2024 ? Et on avait 4 objectifs de narration à porter. 1, des décors exceptionnels, l'une des plus belles villes du monde qui se mettait au service du sport, avec des stades qui étaient des écrins pour le sport et les sportifs, toutes ces émotions du sport qui font que tous les 4 ans, on est des millions, voire des milliards à regarder derrière nos télévisions ces moments magiques de sport qu'on voit pas tous les jours, des jeux à conviction, olympiques et paralympiques au même niveau, des jeux paritaires, des jeux qui ont tenté sur le volet durabilité de faire ce qu'ils pouvaient faire à ce moment. Vous vous souvenez peut-être Have Gourde Day pour promouvoir les gourdes. Bref, pas mal de petites actions pour essayer de montrer qu'on a essayé de faire des jeux responsables. Et puis enfin des jeux ouverts. Des jeux ouverts à tous, que ce soit la fête au Club France, que ce soit ces terrasses des jeux qui permettaient à tout le monde de pouvoir regarder gratuitement des épreuves, ou ce temple de la célébration au pied de la Tour
Eiffel, au Trocadéro, où les médaillés de la veille pouvaient venir célébrer avec le public leur médaille. Donc une fois qu'on a posé ces messages-là, qu'on avait à peu près où on voulait aller, eh ben, on s'est dit, nous, notre stratégie, elle est simple, on se met en mode Paris 2024. C'est comme si on ouvrait en fait une page Wikipédia et on va distiller l'histoire que l'on veut raconter au monde. On valorise notre édition avec un regard ouvert, unique et français pour mettre à la postérité les marqueurs de ce modèle. Ensuite, on avait notre plan de jeu. Et ce plan de jeu, en fait, il est né de manière très anodine à Tokyo, de cette photo du plongeur d'aisselle que vous devez connaître, qui était en train de tricoter. Et on s'est rendu compte qu'on a été prendre cette photo sur Getty, on l'a postée en disant French Tricot. On a vu que cette même photo a été postée par le CIO en disant il se détend. On a vu que cette même photo, elle a été postée par la Fédération internationale de natation avec un autre message. Et on s'est rendu compte qu'en fait, pendant les jeux, on prenait tous les mêmes images et qu'en fait, on les commentait différemment par rapport à nos objectifs de communication, ce qui était un peu stupide. Donc à partir de là, on s'est dit il nous faut nos propres images. Il faut qu'on ait, vous savez, le logo de Paris 2024, c'était un visage. Il n'avait pas d'yeux. On s'est dit, nous, on va être ces yeux-là. On va essayer d'apporter ce regard sur nos jeux. Et donc, on a été chercher des talents, que ce soit des talents dans la photographie, que ce soit des illustrateurs. On a été aussi, nous, ouverts à une certaine jeunesse créative pour essayer d'apporter de nouvelles images. Et puis, à côté de ça, on s'est battu pour avoir nos propres photographes sur site, en partant d'un principe clair qui est qu'une photo de presse n'est pas une photo RS. Ce n'est pas cannibaliser, ce n'est pas prendre le métier des photographes, et c'est juste que nous, on veut chercher autre chose. On veut faire parler nos images, parce que l'image est un outil de communication. Et donc, on s'est battu, c'était pas facile, il a fallu un peu faire bouger le modèle, pour que nos photographes aient accès au site, puissent avoir les bonnes accréditations pour être en tribune, puissent avoir des accès qui leur permettent de venir avec leur matériel. Et ensuite, nos photographes avaient un objectif qui était de faire un contre-champ par rapport au jeu et d'apporter des choses différentes. Et ce contre-champ, en fait, tenait dans un triangle qui était une combinaison, le sport, la ville, le public, parce que c'était le retour du public dans les stades après des jeux Covid à Pékin et à Tokyo où malheureusement les tribunes étaient vides. Et donc notre photographe devait jouer en fait avec les sommets de ce triangle-là, triangle qui est devenu un carré pendant les Jeux paralympiques puisqu'on a ajouté le handicap, en partant du principe que c'est un attribut du sport, du sportif, c'est lui qui explique la haute performance qu'ils ont et que si nous, Paris 2024, on a peur de montrer un fauteuil, on a peur de montrer une prothèse, à ce moment-là on fait une erreur, on n'est pas dans l'acculturation. Et on s'était donné aussi un objectif à nous en disant, une fois qu'on avait, en bon communicant, vous savez, pendant les jeux, il y a tellement de choses à dire qu'il faut faire des choix. Et donc, tous les jours, on avait décidé 4-5 épreuves qu'on allait traiter. Et ces 4-5 épreuves-là, on envoyait à ce moment-là notre personne sur site. Et notre créateur, en bon communicant, essayait d'identifier ce qu'il voulait faire. Quelle image allait porter la narration et le message que l'on voulait faire passer. Et là, vous voyez cette image d'un photographe Bilal qui a été comparé au tableau de Monet. On savait qu'en fait, l'épreuve cycliste allait être une épreuve importante. Et il avait cherché un angle de vue particulier. Il avait sonné chez quelqu'un. Il avait dit, est-ce que le jour J, je peux venir? Je peux monter sur votre balcon. Moi, j'aurai un angle intéressant. Et il a eu cette photo qui a été une photo, entre guillemets, unique et qui a passé les frontières en étant une photo un peu iconique des Jeux. Et quelques photos comme ça, produites par les réseaux sociaux de Paris 2024, ont traversé les frontières et ça a été pour nous une immense, entre guillemets, fierté parce que c'était l'objectif. Ensuite, on a essayé de garder notre tonalité. La tonalité de Paris 2024, c'est pas une tonalité de l'humour, c'est du clin d'œil. Ça part du principe qu'en fait, les Jeux, ça se passe l'été. Les timelines sont souvent un peu tristes. Si nous, on peut faire passer cette émotion, on n'a pas voulu raconter le sport dans sa dimension très, commentateur, pédagogique. On a laissé ça aux médias. Nous, on a juste voulu transparaître notre émotion. Cette émotion du sport, cette émotion, en fait, d'accueillir les Jeux chez nous. On avait toute une bande un peu de traîne qui était déjà prête. Là, vous voyez le I'm Not a Robot. La personne qui l'a fait, il avait ça sous le coude, il attendait le bon moment. Tout avait été un peu anticipé avant les Jeux. Et donc, il a, entre guillemets, plugué un événement qui s'est passé avec la volonté de faire ce genre de contenu. Ensuite, la cross-post-production. On va plus loin ensemble. C'est-à-dire que nous, on s'est dit à un moment donné, c'est toute une famille qu'il faut mobiliser autour de ces Jeux, c'est tout un pays qui accueille les Jeux. Et une fois qu'on avait cette tonalité, on a été la mettre au service de notre écosystème pour faire passer nos messages. Donc, vous savez, très souvent, au même titre que les plateformes permettent de collaborer, nous, on a dit, on n'est pas le mic drive du retweet. C'est-à-dire, venez pas nous voir en nous disant, est-ce que vous pouvez retweeter ça? On a fait ça avec notre agence, c'est super et tout. À ce moment-là, on répondait non. Par contre, vous avez un message, on a un message, on peut trouver
quelque chose qu'on veut dire ensemble, et à ce moment-là, on compense, on coproduit et on codiffuse ensemble. Il y a la collaboration, c'est pas juste une codiffusion. Et donc, on a été frappé à la porte, par exemple, du Louvre. On a dit, est-ce que vous pouvez nous ouvrir l'accès sur le toit? On sait que la vasque va décoller et qu'on peut avoir un super angle de vue. Eh ben, on aura un contenu qu'on fera ensemble, qu'on va cross-poster et qui sera unique. On a fait ça avec l'Arc de Triomphe. On a été chercher des points de vue différents. On a été voir la préfecture de police de Paris. On sait qu'on a un enjeu sur la sécurité. On sait que les gens ne nous croient pas toujours. Eh ben, on va montrer au monde qu'en fait, on est prêt. La mascotte, c'est un asset qui amène une tonalité un peu différente. On va mettre la mascotte sur un bateau de la brigade fluviale. On remonte la scène pour montrer qu'elle est sécurisée. Et là, on fait un contenu, en fait, qui porte votre message, mais avec une tonalité social média. On a été voir un petit partenaire qui, lui, a installé toutes les poules, qui est un partenaire italien qui s'appelle Myrtapool. On lui a dit, si vous arrivez à avoir les images de comment vous montez la piscine, vous nous les donnez, on le diffuse ensemble, on cross-post. Le truc a fait plus de 2 millions de vues, lui, il n'avait jamais vu ça, parce qu'il avait un petit compte et il n'avait pas, entre guillemets, l'habitude d'avoir une telle audience. Donc, quelles leçons tirer de ces jeux ? Bon, déjà, comme je ne vais pas revenir dessus, ils ont été dit, mais on a été, nous, étonnés, agréablement surpris par les chiffres. On ne s'était pas donné d'objectifs chiffrés, parce qu'on s'est dit, de toute façon, on se barre après, on aura de compte à rendre à personne. Et puis parce qu'on a voulu refuser le modèle parfois des réseaux sociaux, qui est un modèle quantitativiste, qui est que vous devez faire toujours plus. Et on le sait, c'est mathématique. Si vous voulez faire plus, il suffit juste d'accélérer. Il suffit de se mettre à tweeter presque toutes les minutes plutôt que les 5 minutes. Et mathématiquement, à un moment donné, en accélérant, vous ferez beaucoup plus de chiffres. Mais on a été agréablement surpris de voir qu'on a fait 2,5 milliards de vues pour 11 000 posts. Et puis ce qui nous a le plus intéressé, en fait, c'est la ventilation de cette audience. On voulait toucher les jeunes générations, parce que vous le savez, les jeux sont des événements télé et qu'il faut toucher ceux qui ne regardent pas la télé. Et donc Instagram, qui a été vraiment le vrai porteur de notre audience, et TikTok aussi, où on a amené, je pense, des communautés qui connaissaient pas véritablement les jeux, mais on a essayé de leur donner leurs premières émotions jeux, pour que derrière, entre guillemets, ils aient envie de poursuivre l'aventure autour de ces grands événements. Ensuite, quelques leçons et très humblement autour de la gestion de ces grands événements. Il faut maîtriser votre narration et vos images. J'ai envie de vous dire que quand vous devez parler d'un événement, vous ne mettez pas dans la position du commentateur, mais plutôt essayez d'être un ambianceur qui va amplifier tout ça. Trop souvent, je trouve qu'on vient voir les community managers ou même les communicants en disant « il faut parler de mon événement, j'ai vraiment mis beaucoup d'argent, il faut montrer telle image, telle image ». Mais ça, c'est complètement stupide. C'est-à-dire que vous allez montrer à des gens qui s'ennuient des choses festive, en lui disant « toi, tu n'es pas là, mais regarde comme c'est génial ». Et à partir de là, vous faites quoi? Vous générez de la frustration. Or, est-ce qu'on a envie de générer de la frustration à un public? Non. Par contre, posez bien quel est le message de votre événement et essayez à ce moment-là de créer sa propre narration pour que la personne qui n'y soit pas se sente aussi là avec vous. Et donc ça passe par sa propre incarnation ou ses propres images. Ensuite, on est plus fort ensemble, c'est ce qu'on l'a vu. À un moment donné, il ne faut pas penser qu'à ses propres audiences, mais à celle globale de la conversation que vous allez faire. Et je suis sûr qu'en réfléchissant auprès de vos partenaires ou même auprès des gens que vous n'avez pas en tête, vous allez réussir à créer des ponts de sujets, des ponts de messages, et en allant les voir, vous allez faire ce petit pas en plus qui fait que ça donnera, vous aurez un impact supplémentaire. Ensuite, ayez une attention pour ceux qui parlent de vous. Nous, on avait dans l'équipe donc des volontaires et 2 personnes dont l'objectif était de liker, de commenter, d'avoir une réaction sur toutes les personnes qui parlaient de nous, quel que soit le compte, que ce soit un petit ou un grand compte. Ça part d'un principe très clair. Quand vous êtes invité quelque part, vous êtes content que l'autre ait une attention pour vous. Et si vous avez un geste, au final, il se sent dans la soirée, il se sent avec vous dans l'événement, et donc tout ça le met dans une humeur beaucoup plus positive. Et c'est comme ça qu'indirectement, on a fait en sorte que les trolls n'aient pas prise sur la conversation. On l'a vu, certains trolls ont essayé de venir, mais comme au final, l'aspect positif des gens qui nous soutenaient était supérieur, le troll s'est senti délaissé et il a abandonné et il est resté chez lui à broyer du noir, si je puis dire. Ensuite, 3 leçons de management, parce que les réseaux sociaux, c'est de la vie et tout dépend véritablement de vos équipes. Laissez faire ceux qui savent, mais apprenez-leur la portée de leurs actes. Vous l'avez vu, j'ai pas le profil du super TikToker ou du Snapchatter. Mais moi, mon rôle, c'était de donner une colonne vertébrale, de faire en sorte que tous mes jeunes qui étaient à fond, en fait, ils comprennent qu'ils sont des communicants. D'abord le message, et derrière, vous utilisez par contre la tonalité que les réseaux sociaux peuvent permettre, mais attention à vos actes. On sait, on pourrait mettre une photo de chat tous les jours que ça marcherait, mais il faut refuser en fait cet esprit du buzz. Il faut rester fidèle sur ses appuis,
d'abord un message, et ensuite on utilise ces canaux pour le porter. On utilise évidemment la tonalité que ces canaux veulent, et on l'a vu tout à l'heure, c'est essentiellement du divertissement, de l'entertainment, mais ça n'empêche pas qu'il faut rester fidèle à ce qu'on veut dire. Ensuite, le community manager, moi je pense que c'est fini, maintenant c'est un communicant créateur. Moi c'est ce que je disais à mes équipes, en fait votre métier il est hyper dur, parce que personne ne reconnaît vraiment ce que vous faites, on a l'impression que vous êtes des clowns ou des amuseurs de timeline, or vous devez manier le mot et manier l'image. Et nous on a recruté au début des CM et on en a fait des créateurs, c'est-à-dire qu'on a investi sur eux, on leur a acheté du matériel, on leur a acheté vraiment, ils ont été formés en bord de terrain sur plein d'événements sportifs, parce qu'au final si votre CM il ne maîtrise pas l'image, la portée symbolique, s'il ne maîtrise pas ce qu'on peut dire avec des visuels, et ben à ce moment-là, vous perdez presque plus de 50% de l'impact que vous aurez. Et puis ensuite, la passion chez vos équipes, ils sauront la transmettre. Nous, pendant les jeux, on a beaucoup veillé, moi mon rôle c'était de faire en sorte que l'équipe se sente bien. Parce que s'ils se sentaient bien, derrière, ça allait retranscrire. Ça allait se retranscrire cette énergie, ce plaisir qu'ils allaient avoir. Donc on a veillé à ce que chacun puisse à un moment donné aller dans les stades pour vivre un peu les jeux et reste pas juste en desk. On a veillé à ce qu'il y ait un esprit d'équipe qui fasse que tout le monde profitait de ce moment, même s'il était intense avec beaucoup de travail, parce que s'il avait cette passion, eh ben, il saurait la retranscrire. Voilà ce que je voulais vous dire un peu ce matin. Bien évidemment, c'est pas une vérité absolue, hein, mais si on prend le temps aujourd'hui un petit peu de partager ça, c'est parce qu'on se dit que ça peut donner des idées. Et c'est un peu l'héritage qu'on veut laisser, nous, dans les jeux. C'est voilà, laisser un peu comme ça des choses qui pourraient peut-être inspirer de manière très humble, en partageant un peu ces éléments de cet été qui était un été assez magique. Voilà.